Nous arrivons avec cette dernière partie de cette émission Impression à la séquence poétique avec expression de poésie et nous allons discuter autour du premier roman, du premier recueil de Azo Dieng qui a pour titre Première pluie. Alors ceux qui participent à cette émission, je vous les présente tout de suite. D'abord le docteur Thierno Boubacar Bari qui est docteur en littérature comparée. Ensuite Fatoumata Touré qui est professeur de français. Elle est professeure de français à la FATEP. Et enfin l'auteur Azo Dieng. Azo Dieng, première pluie, premier recueil. Vous êtes vacataire à l'Institut français de Saint-Louis. Et alors, je vous remercie d'ailleurs parce que tous les deux, vous êtes venus de Saint-Louis pour participer à cette émission. Et puis, vous êtes animateur d'une émission qui est tenue par mon ami, le regretté Charles Camara. Hein? Effectivement. Merci doyen. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux invités, aux amis, aux camarades qui sont venus assister à l'émission. Donc effectivement, je suis, en plus d'être auteur, je suis le réalisateur et l'animateur de l'émission On parle français. On parle français. Donc, conçu par Tonton Charles, comme on l'appelle à Saint-Louis. Et voilà, et c'est une émission qui est en fait réalisée avec le soutien de l'Institut français. Et il en était le concepteur, donc pendant... L'année 2014 a été la première année et malheureusement il nous a quittés à mi-parcours, à mi-chemin. Et j'ai été amené donc à continuer avec Khajar et son fils Pipa. Oui. Il nous a vraiment quittés à mi-chemin parce que moi-même j'avais prévu des tas de choses qu'il devait venir présenter ici à cette émission, n'est-ce pas, à cette émission Impression. Donc, voilà, et effectivement, il aurait même été, je pense, là pour présenter Première pluie parce qu'il a été l'un de mes coachs dans l'écriture. Voilà. Professeur de ça a été un mentor pour moi. Voilà. Donc, alors, Première pluie, premier recueil, premier pas dans la poésie. Oui, Première pluie. Et d'ailleurs, le titre à l'origine, c'était Premier pas. Donc, c'est par la suite que dans mes délires, je me suis dit non, finalement, Premier pas, ça ne sonnait pas assez original. Donc, j'ai voulu prendre la métaphore de l'eau avec la symbolique de la pluie. Voilà, les premières pluies avec avec l'espoir qu'elles apportent. Avec le désespoir aussi qu'elles peuvent apporter si l'on replace les pluies dans le contexte sénégalais avec les inondations. Donc ça a été pour moi une belle métaphore d'utiliser les pluies et pour aussi derrière ramener la condition du poète qui est là pour dire les choses, pour dire les mots, pour gêner quelques-uns, pour soigner les mots de quelques... Voilà, c'est en fait... Première pluie, la métaphore n'est pas mal parce que la pluie peut être aussi rafraîchissante. Hein? Je ne sais pas maintenant si la métaphore a tenu les promesses du titre. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, merci. Le texte est d'abord agréable à lire, ce qui veut dire qu'au moins le titre a le mérite de nous offrir ce que nous attendions. Il y a Hans Robert Joos et Wolfgang Iser qui parlent de l'esthétique de la réception. Et surtout, il y a l'idée qu'en lisant le titre, on a un avant-goût de ce qui est à l'intérieur. Donc, Première pluie, on n'est pas dessus, on a eu une belle poésie à l'intérieur. Et je rappelle tout juste aussi, on n'est pas poète par décret présidentiel ou arrêté ministériel. On est poète par l'âme, on est poète par la sensibilité, on est poète par la générosité. Donc ce qui fait qu'Assane Dieng, en nous présentant ces premières pluies-là, a fait preuve de générosité et aussi preuve de maturité dans l'écriture. Oui. Fatima Touré, votre impression après ces premières pluies de Azo Dieng? Bon, merci Sada, vraiment c'est un plaisir d'être là et de partager le plateau avec vous. Bon, Première pluie, vraiment, c'est, comme l'a dit mon cher Barry, c'est un plaisir de découvrir les premiers pas d'Azo Dieng dans la poésie, l'écriture qui nous marque par sa musicalité et par aussi la richesse des thèmes abordés. Exactement. Voilà. Oui. Alors vous avez fait ce recueil en deux parties, esquisse de poésie. Alors esquisse de poésie, est-ce une manière de dire soyez indulgents, je m'exerce à la poésie, je ne suis pas encore poète. Et puis dans la deuxième partie, là, amour, mais c'est comment? Amour de mes nuits. Amour de mes nuits. N'est-ce pas? Oui. Là c'est l'amour, mais pas seulement l'amour. Il y a la mort, il y a beaucoup d'autres, il y a même la revendication sociale. Donc ce n'est pas seulement l'amour, mais il y a
beaucoup de poèmes d'amour. Oui, ce n'est pas seulement l'amour, mais je veux dire, en fait, c'est moi. Pour faire court, c'est moi. Donc, moi, quand j'écris, je m'écris. Donc, je ne peux pas écrire en dehors de mon histoire, je ne peux pas écrire en dehors de mon vécu. Et c'est pratiquement mes expériences que je relate, c'est mes sensations, c'est mes détestations, c'est mes amours que je relate. Et effectivement, pour revenir aux 2 livres, parce qu'à l'origine, c'est en fait 2 recueils de 30 poèmes différents, mais pour des questions pratiques, j'ai voulu, disons, rassembler les deux recueils en un seul, parce qu'aussi, pour moi, c'est des poèmes écrits dans la même veine, qui tous répondent, disons, à la même thématique, à la même idée. Et effectivement, esquisse de poésie, pour dire que voilà, c'est des esquisses, c'est quelque chose qui commence, c'est vraiment les premiers pas. Et puis Amour de mes nuits, pour confirmer justement que ces esquisses ne viennent pas ex nihilo comme ça, c'est des amours, c'est une passion que je veux partager. C'est écrit à Saint-Louis, c'est écrit à Louga. Oui, c'est écrit à Saint-Louis et à Louga parce qu'il se trouve que je passe le plus clair de mon temps entre Saint-Louis, où je suis installé depuis mon baccalauréat en 2008, et Louga, où je suis installé parce que ma maman étant professeure affectée là-bas, donc j'ai grandi à Louga. Donc voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que je ne peux écrire en dehors de mon histoire, je ne peux écrire en dehors de mon cadre, en dehors de mon milieu. Donc évidemment, s'il arrive demain que je déménage, que je sois autre part, évidemment les lieux, disons, voilà, seront Dakar, voilà, Touba, etc., etc. Est-ce que vous avez senti une influence quelconque dans ce recueil? Parce que on sent quand même, vous ne le dites pas, mais vous citez pratiquement Senghor sans le nommer, sans le dire. Je pense que, est-ce que vous avez senti une influence quelconque sur son style d'écriture? Effectivement, Azodien, c'est quelqu'un qui s'est nourri de la poésie sénégalaise et de la poésie de façon générale. C'est quelqu'un, en le lisant, on sent cette teneur de l'écriture. Parce que Senghor disait que faire un poème, surtout réaliser un poème, c'est un travail d'orfèvre. On cherche le mot juste, on cherche la bonne sonorité et la parfaite, en tout cas la rime parfaite. Et en lisant Azodien, véritablement, on retrouve ce souci de Senghor, ça veut dire la perfection dans la langue, mais aussi la volonté de s'adresser à une nation, à un peuple. Si on lit, on fait attention aux poèmes sur Afrique meurtrie, ou bien même Amour de mes nuits, ça veut dire la deuxième partie, et Ndoumbelane même, il interpelle la jeunesse sénégalaise, la société sénégalaise. Donc ici, l'influence senghorienne peut ressortir de la pureté de la langue, la recherche d'un style, en tout cas classique, mais surtout aussi cette volonté de traduire la réalité sénégalaise, de s'adresser à la jeunesse sénégalaise, à la population sénégalaise. Vous me dites que c'est ce qui vous a frappé dans sa manière d'écrire, c'est un peu cette fragmentation de la douleur. Exactement, exactement. Avec Azo, on sent qu'il est hanté par la mort. Hein, la perte de ces êtres qui lui sont chers, le honte, est vraiment, il souffre et n'arrive vraiment pas à se départager ou bien à se résigner à vraiment à vivre sans eux, ou bien sans elle du moins, ces personnes. Et vraiment, il l'exprime tout au long du recueil, hein, avec, par exemple, dans le poème intitulé Tanouro, hein, il dit elle est venue brusque comme une faucheuse, sans compassion, elle emporta la précieuse. Ou encore, dans le poème Aujourd'hui, 2 ans déjà, et ma plaie est toujours béante. Hein, plus loin, il ajoute, mon cœur toujours offensé par cette puissante et implacable faucheuse, continue de saigner et de pleurer comme une pleureuse. Donc, il a du mal vraiment à se résigner et à accepter vraiment cette fatalité que représente la mort. Oui. Voilà, et voilà. Bon, pour en revenir aussi, tout à l'heure, vous disiez que, est-ce que, par exemple, le premier livre intitulé Esquisse de poésie ne serait pas une manière de demander une quelconque indulgence? Je mets à la poésie, soit indulgent. Moi, je dirais plutôt que c'est l'étalage du dessin du poète. Ce que Azodien projette
en réalité de faire dans le monde de la poésie et au-delà de la poésie, ce qu'il a à offrir à l'humanité. Voilà, moi c'est comme ça que je vois ça vraiment. Voilà. Un peu en ce qui concerne le traitement de la douleur. Parce que Azodien, en le lisant, on sent qu'il a quelque chose. Il a une sorte de boule au cœur qu'il veut extirper, qu'il veut en tout cas soigner à travers, par le biais de la poésie, en utilisant la plume. Et cette douleur qui l'assaille, qui l'entre, c'est-à-dire la mort des êtres chers, leur disparition. On prend par exemple, elle a donné l'exemple de Tanouro, mais si on entre un peu les poèmes dédiés à Fatou Bintou, les 3 poèmes pour la disparition d'un être cher. Il y a cette connexion, ce lien intime entre ces deux âmes qu'Azodien essaie d'exorciser en utilisant la plume. La fragmentation de la douleur, c'est-à-dire cette diffraction de la douleur, l'atomisation même de ce qu'il a au cœur, permet à Azodien de cerner sa douleur, de la supporter, mais surtout de la dompter comme Baudelaire. Ce qui fait que, véritablement, c'est une technique d'écriture qui est propre à Azodien, qui essaie, par la magie de la poésie et du verbe, d'extérioriser son état d'âme, ses passions, pour se soigner. À ce propos, je dois avouer qu'au départ, il n'y a rien de prémédité, parce que c'est venu naturellement, et il se trouve que c'est dans les moments de douleur que j'écris le plus. Donc la preuve, le premier texte, en tout cas le premier texte que je considère comme un poème, je l'ai écrit en 2005, c'est-à-dire 1 an après le décès de Tanouro, ma grand-mère. Et après, j'ai lâché, disons, la plume, et je n'ai repris la plume qu'en 2008, c'est-à-dire au décès de Fatou Bintou, qui était une camarade de classe. On était en terminale, Pape Moussassi est là, donc on était là, voilà, nous étions la même génération, et elle est décédée, elle aussi, brusquement dans un accident, et ce n'est pas pour le recueil dans sa globalité, et dédié, je vous juste de lire la dédicace. Donc, à la mémoire de ma grand-mère Adjaouri Sow, une reine de beauté et d'élégance, ma sœur Toulo, avec qui je parle des rêves de poésie. Donc ce recueil, je peux dire, il a été conçu, écrit dans la douleur, et il a été principalement écrit justement pour ces 2 personnes-là qui me sont très chères. Mais ce qu'il y a, c'est que la mort particulièrement semble vous inspirer, parce que vous avez parlé de ce capitaine-là, et puis je pense que c'est un Libanais peut-être, qui distribuait des bonbons à la Noël. Oui, Hassan Ouezani, c'était l'épicier de voilà, l'épicier où on m'achetait les revues, les Picsou. Mais particulièrement, cette mort, alors quand vous écrivez « Un jour viendra », où seul enveloppé dans un linceul, le corps accablé sera enfoui dans le sable, l'âme débarrassée de toute impureté rejoindra l'unique et vraie demeure, et le serein esprit s'envolera vers les cieux de la vie éternelle. Ça, c'est une hantise de la mort, vraiment. Oui, c'est une hantise de la mort, et honnêtement, moi-même, je ne peux pas vous expliquer comment je suis arrivé à écrire ce poème. Je sais que je l'ai écrit, et puis voilà, je l'ai lu, et moi-même, je m'étonne à... Voilà. Je ne sais pas si ça arrive aux autres écrivains d'avoir ce genre de sentiment-là. Très franchement, moi j'ai écrit ces quelques vers, et voilà. Mais je sais que c'est vrai que c'est une hantise, et puis c'est aussi quelque part c'est une croyance qui est là, c'est que tôt ou tard la vie s'arrête. Donc voilà, que l'on soit placé dans une perspective religieuse ou pas, on sait que tôt ou tard la vie elle s'arrêtera. Alors, ce problème, il y a aussi il fait de la dénonciation, parce que Ndoumbélane, déjà le nom veut dire ce qu'il veut dire. Ndoumbélane, je pense que c'est une assemblée de bêtes, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est ainsi que vous décrivez ce pays-là. Mais quand même, ce que vous écrivez dans Ndoumbélane, et puis dans Les ennemis de l'Afrique, les Africains ennemis de l'Afrique, à la page 61, tu écris « Je ne peux comprendre, encore moins accepter le sort qui t'est réservé ». Je prends au hasard, là, enfin ce que j'ai surligné, me répugne l'homme au treillis marchant sur des cadavres, me répugne les assassins de Sankara et Lumumba, me répugne ces nègres de circonstance, me répugne ces hommes aux œillères argentés, mais quand cesseras-tu, Africain, d'être l'ennemi de l'Africain? Effectivement, parce que moi, ça aussi, c'est disons, une conviction. Pour moi aujourd'hui, au lieu d'aller chercher l'ennemi de l'Africain en dehors des frontières de l'Afrique déjà, il faudrait que nous, que nous tenions un langage de vérité, c'est-à-dire que nous soyons frères, que nous soyons unis. Je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir des mécanismes, disons, politiques
des organismes qui ne sont là que de nom, disons que les gens m'excusent, mais pour moi c'est cela, où on fait de la politique à longueur de journée, c'est de beaux discours, alors que dans le fond, pour moi, le peuple africain a déjà fait son intégration, le peuple africain a déjà fait son unité. Maintenant, c'est nos élites qui, voilà, je ne sais pas au nom de quel intérêt et au nom de quel égocentrisme, qui m'excuse encore une fois si le mot est trop fort, voilà, essaie de bloquer les choses. Et donc pour moi, l'ennemi de l'Africain, c'est d'abord l'Africain, et c'est des poèmes qui se tiennent, par exemple. L'homme au treillis marchand, c'est lui dont je prévois, disons de manière méchante, la mort dans un capitaine vient de tomber. Et je me rappelle ce poème, Fatima doit s'en rappeler aussi, et nos camarades qui sont là aussi. On l'a fait en atelier d'écriture avec justement Charles Camara. Ah oui, voilà. Donc c'est avec lui que j'ai écrit ce texte. Effectivement, ce capitaine mort, c'est justement qui, vous savez, qui a liquidé Thomas Sankara et qui actuellement est exilé dans un pays parce que renversé par la jeunesse de son pays. Très bien. Alors, si on insiste encore sur les thèmes, je veux dire la dernière partie, l'amour. Alors, d'ailleurs, vous me dites que c'est un révolté de l'amour. Effectivement. Pourquoi vous l'avez qualifié comme ça? C'est pour ça que je dis qu'Azodien, sa similitude avec Senghor, elle est profonde. Senghor parlait toujours d'une révolution, d'une révolte qui découle de l'amour. Ça veut dire Azodien, c'est un poète qui se révolte parce qu'il aime. Il aime qui ou quoi? Il aime son prochain. Il aime sa nation, il aime l'Afrique. Donc il se révolte pour dénoncer, il se révolte pour ouvrir l'esprit, pour un peu éveiller les consciences. Avec les femmes, effectivement. Parce que quand on prend pratiquement un recueil, parce que la poésie, c'est un art de dire les choses. La poésie, c'est un moyen raffiné d'exprimer, de mettre en avant une idée. Il utilise la poésie pour rendre hommage aux femmes, mais surtout à la société sénégalaise. Ce qui me fait dire qu'Azodien est révolté, mais sa révolte est sous-tendue par l'amour. L'amour qu'il porte à son pays, l'amour qu'il porte à l'Afrique. Voyez par exemple Afrique meurtrie, ou bien avant même d'aller à Afrique meurtrie, voyons juste là où il parle de lui-même, à la page 54. Je vais juste lire ce tercet-là. En tant que poète, il dit « Je suis le poète au regard. Je suis le poète au regard haineux, le poète à la plume tranchante qui décapite la pâle et fallacieuse pensée. » Donc si on continue la lecture, nous allons découvrir un homme qui est engagé, qui se révolte, mais qui se révolte pour ouvrir les yeux et surtout pour attirer l'attention, pour un bien-être social. C'est ça aussi la fonction du poète que Hugo appelait un définisseur comme un rêveur sacré. Tout à l'heure, vous avez posé une question dans l'écriture. Moi, je pense que des fois, on écrit dans un état second et que le poète prophète, le poète messie est une réalité. Des fois, en lisant Assandi, on retrouve l'idée du poète prophète, l'idée du poète messie. Quelqu'un, quand il parle de Dieu, du divin, l'appel, un poème qui s'intitule l'appel, en quelque sorte, on a un filigrane de la prière. Un poème qui s'appelle le peuple. En lisant, on a l'impression qu'il sanctionne, qu'il appelle les gens à éviter cela, à éviter Satan, à se rallier à Dieu, à avoir de bonnes idées. Donc, c'est véritablement un poète complet qu'on peut retrouver dans toutes les dimensions d'un poète accompli. Oui, Fatouma Touré, vous me dites que dans son écriture, il y a cette absence de la ponctuation, enfin il y renonce carrément parfois, oui. Et en même temps la liberté, et puis qu'il privilégie les sonorités. Exactement, il privilégie les sonorités, vraiment. Quand on lit la plupart de ses poèmes, on a la musicalité, vraiment le rythme qui résonne comme le slam. Comme le slam. Et je me dis certainement, c'est parce qu'il est poète. Vraiment poète en vadrouille à Saint-Louis. Certainement, ça l'influe. Hein. Vous voyez ça, par exemple, dans son premier poème, qui constitue en même temps un pacte qu'il signe avec lui-même et avec ses lecteurs. Mais aussi la chute, comme voilà, ravivé par une illumination et nourri par la passion. Mon cœur prêt pour la parade balachamade, mon esprit purifié, les lettres vivifiées, libre de toute entrave, ma poésie devient grave. Quand je lis ça vraiment, je l'imagine vraiment en train de slammer comme ça. Et voilà, c'est beau. Barry, tout à l'heure, vous parliez aussi sur le regard. Il s'identifie à un poète au regard au pluriel. Le regard sensible à ce qui se passe autour de lui, sensible à ce regard qui se pose sur lui, mais aussi sensible à ce regard terne auquel vraiment il va apporter une lueur d'espoir.
une lueur d'espoir. Et parallèlement à ce regard aussi, on a le côté visionnaire de Azo. Hein, Azo, vraiment, par exemple, dans Numbelane. Hein, Numbelane, à un moment donné, il nous dit que l'agent bleu dégaine sur tout ce qui bouge, même sur les élites, des élèves aux universitaires, en passant par les étudiants. Tout le monde est contraint de se taire. Et rappelons que ce poème a été écrit le 1er août 2011. Dur contre les tenants du pouvoir, ce poème. Hein? Voilà, Ça exactement. critique les tenants du pouvoir. Et il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 août passé? Le 14 août 2014, du moins, nous avons malheureusement eu le décès de notre camarade Bassirou Faye. Il avait senti cela, hein, tout ce qui se passe autour de lui, que vraiment ça risque d'être vraiment fâcheux, etc. Et vraiment, ça mérite vraiment qu'on y prête attention. Hein, voilà. Hanté aussi par le thème vraiment de l'amour, non, du moins de la mort. Hein, c'est surtout le côté, comment dirais-je, la mort qui intervient, qui vient bouleverser, hein, sans crier gare. Ouais. Sans crier gare, c'est vraiment ça qui le choque. Qui le choque, hein, qui le heurte. Hein. Et à côté de cela, il a aussi l'hantise de l'avenir. Hein. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve, etc., etc. Et il en profite vraiment pour interpeller la jeunesse. Hein, interpeller la jeunesse, par exemple, dans Vieille Europe, hein, Afrique meurtrie, du moins, dans Numbelane et tout. Vraiment, il appelle les jeunes vraiment à lever la tête, hein, vraiment à relever le buste, hein, devant l'Europe, hein, vraiment à s'unir, hein, comme vous le dites, Afrique meurtrie, à s'unir, à s'aimer, et vraiment et surtout à ouvrir les yeux, hein, ne pas être indifférent et vraiment participer, comme il le dit. Hein, il invite la jeunesse à défricher la voie de la réussite. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué son style qui s'apparente un peu au slam. Mais moi, je ne sais pas, et qu'il prendrait vraiment plaisir à écrire. Mais moi, je me dis carrément qu'il a dû prendre son pied en écrivant « Gloire à toi ». Oui. Parce que quand même, quand vous dites « Gloire à toi qui m'a élevé avec tendresse »,« Gloire à toi qui m'a forgé avec adresse »,« Gloire à toi qui a fait de moi une forteresse »,« Gloire à toi qui comble mon cœur d'allégresse »,« Gloire à toi qui dissipe mes plus intrépides tristesses »,« Gloire à toi qui me couvre de sublimes richesses »,« Gloire à toi duchesse ». Voilà, là vraiment, c'est juste la sonorité, la musicalité, l'écriture, plus que le son d'ailleurs, il me semble, quand vous écrivez quelque chose comme ça. Vous vous laissez aller et oui, voilà. Effectivement, là, c'était plus pour la musicalité, parce que, en fait, je reviens toujours à moi, quand j'écris, c'est par rapport à quelqu'un ou à une chose, comme dirait Barry, et quand je l'écrivais, c'était pour ma maman. Et, en fait, je n'ai pas trouvé des mots assez pour la remercier et pour lui rendre hommage pour tout l'amour et pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Donc je me suis laissé aller à ce jeu de sonorité, à ce jeu. Voilà, j'ai pris mon pied, comme vous dites, et puis pour lui offrir tout ce que moi je pouvais offrir de plus beau à cette époque-là dans mon écriture. Mais alors quand il parle de l'amour, là, moi j'ai vu que quand tu parles de l'amour, c'est sur des registres différents, parce que l'amour exprimé par la mémoire, mais qui n'est pas nostalgie, mais plutôt réjouissance, comme page 74. Et parfois, plus tard, quand vous écrivez « Aimer à celle qui m'a appris à aimer, rose aux éclats d'ébène, te rappelles-tu, vous mettez de ce jour du temps des amours juvéniles, des amours éparses, des amours... » Là, c'est pas de la nostalgie, c'est presque de la réjouissance. On pense à cet amour qui n'existe plus. Mais là où l'amour-passion, en même temps, là vous montez d'un palier, c'est avec Sornassi. La Sornassi, là c'est vraiment, c'est la passion amoureuse, là. Aujourd'hui, comme un jeune premier, je découvre que l'amour existe, l'amour a un nom, la Sorna, seulement Sorna, c'est ça, hein? Voilà. De tes yeux, le miroir de l'âme, j'ai retenu l'amour-passion. Et là, c'est vraiment de l'amour
Réjouissance Nostalgie, vous passez carrément à un palier supérieur. Comme un jeune premier, je découvre aujourd'hui que je suis tombé dans la trappe délicieuse de l'amour et me voilà aujourd'hui t'offrir ma chanson de minuit. C'est le titre, c'est la deuxième partie, quoi. Là, oui, effectivement, et ça résume justement mes amours de nuit, oui, les amours de nuit, quoi. Qui sont des amours divers, qui vont de l'amour charnel à l'amour, disons, que j'ai pour mes proches, à l'amour que j'ai pour mes compagnons de route, à l'amour que j'ai pour mes amis d'enfance, dont j'ai la trace pour certains, à l'amour que j'ai pour mes sœurs qui sont là, voilà, et c'est vraiment voilà, c'est un amour multiforme, et puis c'est toujours un amour qui est mu par une passion, par un désir d'offrir, par un désir de partager et de... Alors, voilà. Quand vous écrivez là, un illustre poète dans la nuit m'est apparu comme une étoile qui, lui, il m'a ébloui. Subjugué par la magie du verbe et par cette poésie qui agit, je suis tombé sous le charme de la princesse, si bien magnifiée par la plume de son Altesse, qui n'a pas manqué un soir d'Éthiopie d'évoquer la reine de Saba, puis une sublime pie noire à la beauté pure, telle la sopée, m'envoya tendrement dans les pas de Morphée. Je pensais que vous évoquiez Senghor, là je ne sais pas. Effectivement. Voilà, c'est ça que je disais quand je disais l'influencer, je pensais à cela. Et s'il y avait, voilà, parce que là carrément, vous ne citez pas dans un seul moment, mais il y a des réminiscences dans les mots utilisés qui vont penser que vous parlez de Senghor. Effectivement, parce que c'est vrai que je ne suis pas adepte de la poésie hermétique, mais je ne veux pas également, je n'aime pas tout dévoiler aussi. Des fois, j'ai envie de jouer avec disons, avec le lecteur, de lui montrer un pan de ce que je vais écrire pour le laisser après deviner. Donc c'est voilà. Effectivement, c'est un poème en hommage à Senghor, parce que j'ai bien aimé ses poèmes. Tout comme j'ai bien aimé également les poèmes de Victor Hugo, parce que fondamentalement, je crois que ils ont été les deux principaux auteurs qui m'ont vraiment marqué dans, voilà. Un bon recueil? Très bon. Hein? Très bon. Donc, hein? C'est un très beau recueil, et surtout qui allie les deux choses, ça veut dire la musicalité qui est à l'intérieur, et surtout à ce que disait Valérie, ça veut dire la poésie, c'est la tonalité plus la fiction mise en musique. Oui. Donc c'est assez magnifique. Surtout aucun hermétisme, quoi. C'est facile à comprendre. Hein. Parfois même on est bercé par la musique dans certains poèmes. Hein. Les messages sont clairs, on les perçoit. Les dénonciations, les aveux d'amour. Hein. Donc c'est une poésie qui est apportée, et c'est ça qui est important. Parce que écrire de la poésie hermétique ne sert à rien, on risque tout simplement de ne pas être compris, alors que quand le message est clair, il est plus facilement perceptible. Effectivement, juste à ce propos, moi je pense que on se plaint souvent en disant que les jeunes ne lisent pas, mais moi je pense que c'est d'abord, il faudrait enlever ce carcan, c'est-à-dire il faudrait lutter contre l'hermétisme, il faudrait présenter aux jeunes un langage clair, un langage qu'ils comprennent, un langage entre guillemets actuel, parce que les jeunes sont, et ça je vous le dis, les jeunes ont la fibre poétique. Et c'est quand vous abordez la poésie à travers le slam que vous le comprenez. Les jeunes ont une grosse fibre poétique et sont très inspirés. Maintenant, il se trouve que la poésie qu'on nous présente, en tout cas à l'école, qui est vraiment carrée, c'est vrai que cette poésie, elle a tendance à nous plomber les ailes. Mais quand on sort de cette poésie et quand on va vers le slam, là on voit, voilà, ils s'épanouissent carrément dans la poésie. A été bridée, la poudre sur le cou, les gens galopent mieux, quoi. Effectivement. Voilà. Merci Azo Dieng, et je remercie aussi le docteur Thierno Boubacar Bari. Vous êtes tous les deux venus de Saint-Louis, et les autres aussi qui vous ont accompagnés pour participer à cette émission. Je vous remercie aussi Aram Touré et puis vos collègues qui... Peut-être juste leur lise le passage qui leur est dédié. Alors faites-le rapidement. Voilà. Donc, s'il est vrai que l'amitié est une noblesse d'âme, alors mes amis sont nobles, modestes au nom commun. Amina, la sœur, digne expression, la femme noire sculptée par la plus illustre poète. Fatima, la sopée, la grâce d'une antilope sacrée au sourire tiède, esquisse de la cousine bien-aimée. Aïcha Diallo, l'ami fidèle au sensuel et mélancolique regard.
Maram, la complice, l'élégance et la noblesse de la signare. Marietou, la grande sœur, la délicatesse du geste, duchesse des temps modernes. Boudi, la confidente. Bintou, l'amie depuis la tendre enfance. Ndeye Mati et Astoumé, deux papillons roses qui, même dans un épais nuage ocre, luisent de mille feux. Et vous autres, vous êtes l'étoile qui éclaire et illumine mes nuits sombres, le vase contenant le nectar des roses divines, le baume qui apaise les cœurs endoloris et meurtris, la chanson de geste qui galvanise le guerrier conquérant, la pluie qui arrose et fait germer les graines de l'affection. Vous êtes mes compagnes, mes amis, mes sœurs. Merci. Et une pensée pieuse aussi à Tonton Charles. Merci beaucoup. Je vous remercie les étudiants de FASTEF qui sont venus nous tenir compagnie. Et puis je vous remercie aussi, vous qui êtes fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.